Merci à tout le monde. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse tous les présentateurs. Ce n'est pas du tout leur job. Ils sont venus ici, on les a mis des contraintes de ouf et ils ont réussi vraiment bien. Je suis fier de vous. Hein. Énorme. Et vous, ça va? Oui. Ça va? Bon, ça tombe bien parce qu'on n'est pas encore fini. Alors, là, j'espère que ces 14 projets vous a bien nourri et donc vous avez du quoi digérer. Vous avez bien mangé. Par contre, il faut maintenant passer au dessert. Et pour cela, il y a les deux jeunes hommes de Circulaire avec nous. Venez les gars, ils vont nous parler des tendances dans l'économie circulaire. C'est Raphaël et Jules de Circulaire. Alors, ils vont parler 20 minutes. Après, ils vont faire inviter le invité surprise. Et ensuite, on aura un peu de temps pour faire les questions-réponses avec tous les trois. À vous, les gars. Bienvenue. Merci beaucoup. On est super content d'être là. On était là il y a 6 mois pour le P2P Day. C'est génial de voir à quel point il y a une énergie qui est née lors de ce jour-là. Et c'est génial de voir combien de projets se sont montés. Donc c'est tout simplement incroyable. Bravo à tous encore une fois. On espère que ça va continuer. C'est une véritable dynamique qui s'est enclenchée. Et on espère être là avec vous pour vivre ça ensemble. On a cofondé avec Jules Circulaire, qui est une start-up qui vise à faire le pont entre les entrepreneurs de l'économie circulaire et les grands groupes pour accélérer la transition vers un modèle économique respectueux de l'environnement et de l'homme. Donc on va le présenter. Avant toute chose, je voudrais remercier Isabelle et Charles avec qui on travaille et on est super content de bosser avec eux. Et peut-être aussi avant de commencer, je vous propose qu'on se lève tous parce que ça fait 1h30 qu'on est assis et on va faire 2-3 mouvements de stretching si vous êtes OK. Voilà. Du coup, si vous pouvez tendre vos bras et on fait juste 3 petits trucs comme ça. Rafa fait des stages de yoga. Alors, 2, 3. Et on peut se rasseoir. Merci. Et bien on va commencer directement avec les fourmis. Ouais. Alors en fait, donc Raphaël l'a pas évoqué, mais on va vous l'expliquer. On est parti tout autour du monde pendant 1 an et demi pour voir des solutions circulaires. Et il y a l'experte africaine du biomimétisme, Claire Janisch, qui nous a raconté une histoire qui nous a pas mal plu sur les fourmis. Le biomimétisme, c'est comment on peut s'inspirer de la nature pour résoudre des challenges humains. Et en fait, si on prend toutes les fourmis du monde dans une main, et on prend tous les hommes du monde dans l'autre main, le poids des fourmis est plus lourd que celui des hommes. En plus, comme elles sont ultra productives, elles consomment 6 fois plus de calories que ce que les humains consomment. Pourtant, il n'y a pas de problématique fourmis, il n'y a pas trop de fourmis, il n'y a pas de déchets de fourmis. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles nourrissent leur écosystème dans lequel elles vivent à tout moment. C'est-à-dire tout ce qu'elles vont faire va avoir une action positive sur leur écosystème. Et en fait, finalement, le modèle parfait économique, c'est la nature. Dans une forêt, il n'y a pas de déchets. En fait, les déchets d'une espèce sont la ressource de l'homme, tout travaille comme un écosystème. Et en fait, ça nous permet d'être super optimistes, c'est de se dire, tiens, si on arrive à être assez intelligent pour travailler comme la nature, qui est un exemple, on pourrait être, en tant qu'économie, en tant que pays, en tant que communauté, travailler dans un environnement qui est viable. Mais Raphaël, est-ce que c'est le cas? Oui, complètement. Mais on n'y est pas encore tout à fait. Juste pour avoir un ordre d'idée, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ont déjà entendu parler d'économie circulaire? Ok. Et maintenant, ceux pour qui le concept est très clair? Ok, super. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une économie dite linéaire, c'est-à-dire qu'on prend les ressources naturelles, on les consomme et on les jette. Et on est en train de s'apercevoir que ce modèle arrive un peu à essoufflement, et on a pu le constater directement sur le terrain au Sénégal. On s'est rendu à Mbebeuss. Mbebeuss, c'est une des décharges subsahariennes les plus importantes en Afrique. Et en fait, pour vous donner une idée, avant c'était un lac. C'était un lac qui fournissait Dakar en eau, et les gens pouvaient boire l'eau à Dakar. Et aujourd'hui, c'est des montagnes de déchets. Chaque jour, il y a 2000 tonnes de déchets qui arrivent dans cette décharge. Et on s'y est rendu et c'est vraiment impressionnant. Les montagnes font à peu près la taille du plafond, on marche dans les décharges. Il y a 3000 personnes qui travaillent là-dessus. Et là, on se dit, mais ce modèle, comment c'est possible que l'énergie qu'on a utilisée, le temps de travail qu'on a utilisé, les matières qu'on a utilisées, elles finissent là, alors qu'on pourrait potentiellement les réutiliser. Et du coup, on s'est dit, bon,
doit y avoir des solutions autour du monde et on a décidé de partir à la rencontre des entrepreneurs de l'économie circulaire. Mais peut-être pour bien comprendre ce que c'est que le concept, je vais te laisser l'expliquer, Jules. Merci Raphaël. Donc c'est super déjà qu'on ait autant de mains levées sur le concept d'économie circulaire, c'est assez rare quand on fait des conférences en entreprise. Donc je vais aller super vite sur le concept. En fait, c'est justement opposé à l'économie linéaire, on prend, on consomme, on jette. Comment on peut repenser le modèle, et l'éco-conception en est une des dynamiques qui a été évoquée plusieurs fois et c'est super, sur penser les produits en fait pour que ça ne vienne jamais des déchets. Et en gros, on dit qu'il y a deux boucles. La boucle biologique, comment on peut faire en sorte que les matériaux biologiques puissent revenir au sol, et la boucle technique, comment faire en sorte que les matériaux techniques puissent rester dans un circuit fermé. Peut-être juste pour un chiffre, pour le potentiel économique, c'est McKinsey qui a sorti une étude. Si on passait sur un modèle circulaire en Europe, on pourrait économiser plus de 600 milliards de dollars par an sur les achats de nouvelles matières premières, uniquement pour les biens de consommation. C'est juste pour expliquer que le potentiel économique est énorme, en plus de la nécessité environnementale et sociale d'aller vers ce genre de modèle. Mais peut-être, Raphaël, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment on est arrivé là? Bien sûr. Alors qu'on n'était pas forcément dans l'économie circulaire à la base. Non, on était un peu loin. En fait, on s'est rencontré avec Jules au Mexique. À l'époque, on travaillait pour Airbus. Jules était responsable de la supply chain, moi j'étais assistant du CEO. Et bon, c'était un travail passionnant, mais on n'avait pas l'impression d'avoir un véritable impact sur l'environnement. Et pour être très honnête, plutôt que de penser aux avions dans nos bureaux, on pensait plutôt à ça. On est des passionnés de la mer, on est des passionnés de l'océan. Et une des thématiques qui nous a particulièrement touchés, c'est les déchets marins. Et en interrogeant différents experts, on s'est très vite aperçu que 80% des déchets qui étaient dans les océans venaient des continents. Et du coup, à la base, on devait faire un tour du monde autour des solutions qui existent pour retirer les déchets de l'océan. Et on s'est dit, non, il faut s'attaquer au problème en amont et voir s'il y a des business models innovants qui existent pour ne plus produire de déchets. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'attaquer à un tour du monde pour partir à la rencontre des entrepreneurs de l'économie circulaire et de quitter Airbus pour revenir en France et monter ce projet. Donc très rapidement, on quitte Airbus en août 2014, on rentre en France, puis on va voir des entreprises en disant, ben voilà, on va faire un voyage d'études pour découvrir 150 innovations circulaires. Est-ce que vous voulez pas nous supporter? Bon, on s'était mis de côté un peu d'argent, on s'était dit au cas où on partira de toute façon. Et en fait, finalement, ça a super bien marché. On a levé 100 000 € à l'époque auprès de Accor, Patagonia, Air France, etc., qui ont donc sponsorisé le projet. Et en fait, donc, vous voyez l'itinéraire ici. Donc, on a commencé par l'Europe, l'Afrique, Asie, Amérique du Sud, Amérique du Nord. On avait 3 objectifs. Le premier, c'était de découvrir ces entrepreneurs circulaires, un peu savoir qui les portait, quel avait été le business model, comment était né le projet, et surtout quels étaient les défis en fait, que rencontraient les entrepreneurs. Le deuxième, c'était communiquer au maximum sur les projets qu'on pouvait rencontrer. Donc on le faisait au début dans des conférences en université, puis dans des grands événements, puis en entreprise. Ensuite, on communiquait le plus possible sur les réseaux sociaux. On vous invite évidemment à nous suivre sur les réseaux. Il y a The Guardian qui nous a nommé dans les 10 comptes Twitter à suivre sur l'économie circulaire, donc c'était cool. Ça avait toujours eu moins d'impact qu'un article dans Glamour qu'on avait eu en été 2015. Et ensuite, le but c'était connecter le plus possible. Ça rejoint d'ailleurs un peu les objectifs de développement durable de Decathlon qu'Isabelle a évoqué au début. C'était connecter les acteurs entre eux. Donc soit connecter des startups, par exemple une startup indienne et une chinoise qui travaillaient sur le même sujet, on les a connectés. Et l'entrepreneuse chinoise est partie en Inde rencontrer les fondateurs et voir comment elle pouvait adapter son business model pour être plus efficace. Et ensuite, on connectait des grands groupes et des startups ensemble pour qu'ils puissent travailler. Et un exemple, c'est Accor en Inde qui jetait énormément de draps. Visiblement, les gens mangent très épicé dans leurs draps, tâches. Les draps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils payaient un prestataire qui les amenait en décharge. En fait, on a trouvé une entreprise sociale qui récupère ces draps et qui en fait des serviettes hygiéniques et qui les distribue à des femmes avec des campagnes de sensibilisation. Encore une fois, ça fait sens. C'est quelque chose on paye quelqu'un pour l'amener quelque part, ça va polluer les sols. À la place, on va les donner gratuitement à quelqu'un qui va en avoir une valeur environnementale et sociale. Et alors, dès le départ, avant de partir en tour du monde, on s'est dit, nous, notre objectif, c'est de pouvoir accompagner les entrepreneurs et les entreprises à aller vers ces nouveaux modèles économiques respectueux de l'environnement. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on pérennise cette association. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer la Startup Circulaire il y a 6 mois. Et en fait, d'où est né le projet? À chaque fois qu'on rencontrait un entrepreneur, à chaque fois qu'on rencontrait une entreprise qui voulait s'engager dans l'économie circulaire, on essayait de comprendre l'innovation qu'elle avait mis en place et surtout les challenges auxquels ils faisaient face au jour le jour. Et c'est en s'inspirant de ces challenges qu'on a créé la start-up en janvier. Aujourd'hui,
on a 3 services qui sont très simples, mais qui visent à accélérer la transition vers ce nouveau modèle d'économie. Tout d'abord, on fait des conférences. L'idée, c'est vraiment de montrer le potentiel de cette nouvelle économie. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, l'environnement, c'est associé à un coût, c'est pas très sexy. Nous, c'est de montrer que l'économie circulaire et l'environnement, c'est extrêmement sexy, que ça peut être intéressant d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, mais en termes de réduction de coûts, si on le pense intelligemment, ça peut être aussi extrêmement performant. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un plaidoyer pour ces nouveaux business models. Ensuite, on a un service qui est les Learning Expeditions. On ne vous emmène pas sur la Lune, en tout cas pas encore. Mais là, l'idée, c'est de partir en France ou à l'étranger, rencontrer des entrepreneurs et des startups de notre réseau pour se rendre compte directement de l'impact qu'ils ont en ayant des business models circulaires. Et on est super content parce que dès la semaine prochaine, on part avec Isabelle, on part avec Charlie, on part avec Raphaël et une équipe de Decathlon assez motivée, rencontrer ces startups qui feront le monde de demain et je l'espère avec Decathlon. Et finalement, une fois qu'on a fait cette partie de sensibilisation, l'idée c'est vraiment de passer à l'activation de solutions, c'est de comprendre avec le grand groupe la thématique circulaire auquel ils font face, le challenge circulaire, que ce soit en termes de business model, que ce soit en termes de déchets, et trouver et identifier avec eux les startups avec lesquelles ils peuvent monter des projets pilotes et créer une success story pour communiquer ensuite en interne dessus et répliquer le modèle à grande échelle. Ça, c'est pour ce qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, on va vous faire voyager un petit peu avec nous et on va partir directement en Afrique du Sud. Et Jules, qu'est-ce que tu as retenu au final de l'Afrique du Sud? Alors moi, l'Afrique du Sud, j'ai adoré faire du surf à Jeffreys Bay. Non, pas ça. Ah, d'accord. Le projet circulaire. Ok, donc un projet en Afrique du Sud qu'on a énormément aimé, c'est AgriProtein. Je ne sais pas si vous connaissez la Blue Economy de Gunther Pauli. Gunther Pauli, d'ailleurs, on a passé 2 heures avec lui à Cape Town. La Blue Economy, c'est de dire je pars d'un déchet, et parce que je pars d'un déchet, c'est quelque chose dont personne ne veut, donc on va me le donner, voire même on va me payer pour le récupérer. Et je vais être plus performant que tous les professionnels de la filière ensuite pour vendre mon produit. Je vais vous donner l'exemple avec AgriProtein. AgriProtein est dans la ville de Cape Town et travaille sur les déchets organiques. Donc déchets organiques qui sont payés par la ville de Cape Town pour collecter et récupérer les déchets organiques. En fait, les déchets organiques vont être leur matière première pour leur business. Alors qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez un petit peu sur la photo, ils mettent des larves sur les déchets organiques. Les larves vont se démultiplier en mangeant les déchets organiques. Pour que vous ayez une idée, 1 kg de larves, en 3 jours, c'est 400 kg d'insectes qui se démultiplient. Ok, là vous allez me dire, and so what? Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire à partir de ça? Ils ont 3 externalités. Bon, premièrement, ils vont faire de la poudre d'insectes. C'est-à-dire qu'ils vont moudre les insectes et en faire de la poudre. Et ça va permettre de nourrir en fait la pisciculture et les cultures de volailles. Je ne sais pas si vous êtes au courant un petit peu, notamment sur la pisciculture. Ça participe à la surpêche des espèces pélagiques, anchois, etc. pour faire de la poudre, pour nourrir des poissons. On utilise aussi parfois le soja qui participe à la déforestation. Ça, c'est une solution qui est beaucoup plus viable et environnementale. Autre chose qui est plus naturelle, il y a le compost qui va être revendu. Donc ils ont un impact aussi positif en faisant du fertilizer organique. Et le dernier point, c'est qu'ils pressent les insectes pour en faire de l'huile. Et c'est de l'huile qui va être vendue aussi comme complément alimentaire pour la production de volailles. Donc en fait, on part d'un déchet, ils sont payés pour récupérer leur matière première. Et grâce à ça, ils vont réussir à vendre 3 externalités, qui sont donc la poudre, le compost et l'huile. Et donc on voit bien qu'ils ont l'impact environnemental, puisque ces déchets normalement finissent dans des décharges, émettent du méthane, etc., pour avoir un impact environnemental positif et surtout un business qui est extrêmement rentable. Ils ont levé de plus de 20 millions d'euros récemment. Et pour vous ayez une idée, c'était impossible de le faire en Europe jusqu'à très récemment. On n'avait pas le droit de nourrir notamment les poissons avec des insectes. Et la loi vient de changer il y a quelques mois. Et il y a plusieurs startups françaises qui essayent de répliquer ce modèle. Génial. Bravo. Si vous pouvez le faire à chaque projet qu'on vous présente, ce serait génial. Donc il y en a 24. C'est pas vrai, il y en a 4. Ensuite, on est parti au Japon. Et là, on a été assez surpris parce qu'on lisait des articles et on nous évoquait souvent le Japon comme le modèle du genre en traitement des déchets. C'était un des pays les plus avancés. Et puis en commençant à rencontrer des entrepreneurs qui travaillaient sur cette thématique, on s'est rapidement aperçu qu'ils faisaient de la valorisation énergétique. Alors on a un peu creusé le sujet. En fait, tout simplement, ils brûlent les déchets pour en faire de l'énergie. Et c'est pas du tout le modèle optimal, on est déjà au courant. Mais ils nous ont dit aussi, il y a un projet qu'il faut absolument que vous alliez voir. C'est sur une petite île à l'est du Japon. C'est un petit village. C'est le premier village zéro déchet au Japon. C'est Kamikatsu. Il faut absolument partir. Donc on a décidé de s'y rendre. C'était une galère pas possible. On a pris des bus, on a dormi chez des Japonais. Il y a quelqu'un qui nous a amenés en car sharing. Enfin, c'était tout un périple pour y arriver. Et on est arrivé dans ce petit village. Et là, on a rencontré une entrepreneuse qui a monté ce projet. Et donc là, l'idée, en fait, au Japon, comment ça se passe? Tous les 5 ans, les villes doivent mettre à jour leur incinérateur.
pour les mettre aux normes. Ça coûte énormément d'argent. Et ce petit village de 2000 habitants n'avait pas l'argent pour mettre à jour ces incinérateurs. Donc en 2003, ils ont décidé de devenir la première ville zéro déchet et d'arrêter de les incinérer, de faire du tri, de la collecte et du recyclage, et d'arriver à un modèle zéro déchet d'ici à 2020. Et en l'espace de 10 ans, ils sont passés de zéro recyclage à 80% de recyclage. Comment ils ont fait? Est-ce que vous avez une idée de en combien de catégories ils trient leurs déchets? Qui dit moins de 5? Qui dit entre 5 et 10? Entre 10 et 15? Entre 15 et 25? Plus de 25? Plus de 40? Plus de 90? Très bien. Quand on est arrivé, ils triaient leurs déchets en 34 catégories différentes. Aujourd'hui, on a appelé Akira, qui est la porteuse du projet, c'est en 45 catégories différentes. Et ce qui est assez génial, c'est de se dire que, au-delà de, on pourrait dire que c'est très chiant. Nous, on a trois catégories déjà en galère. Eux, ils en ont 34 et ils en ont 45 maintenant. Et ils arrivent à trier. Ils ont réussi à créer un réel engouement. C'était extrêmement compliqué parce que les 2000 personnes vivant dans ce village avaient déjà leur pratique. C'était des personnes vieillissantes. Donc de changer les mentalités, ça a été extrêmement difficile. Et en fait, en 10 ans, en mettant en place plein de petits projets, un peu comme vous le faites chez Decathlon, qui créent du lien entre personnes, ils ont réussi à lancer cette dynamique. Et ils ont mis en place vraiment des toutes petites innovations. Par exemple, pour les grand-mères du village, elles ramènent leurs déchets. Elles peuvent faire aussi un atelier d'upcycling. Donc c'est à partir des déchets qui sont récupérés, elles créent des petits objets qui sont vendus pour les touristes du coin. Ils ont créé ce qu'on appelle un Kuru Shop. C'est une salle qui fait à peu près cette taille-là, et où les gens, au lieu de jeter leurs déchets qui pourraient être potentiellement réutilisés, vont les déposer. Et les autres personnes du village peuvent venir dans cette salle et les récupérer. Je crois qu'en 2013, ils ont collecté 10 tonnes de déchets potentiels, et il y a 9 tonnes qui ont été réutilisées, juste avec une salle où on dépose et on reprend. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point, en plantant plein de petites graines, ça peut aller très très vite, et surtout, ils ont réussi avec ce système à réduire la gestion des coûts de déchets par 30%, en ayant une campagne de sensibilisation assez intelligente. Devant chaque petit pack, il y a un institut zéro déchet où il y a ces 30 catégories, et en face de chaque petit panier, il y a voilà ce que coûte le déchet à la collectivité, voilà ce que nous rapporte ce déchet. Et donc ça leur permet de diminuer les déchets qui coûtent beaucoup d'argent à être traités, et ne pas augmenter, mais se focaliser plus sur les déchets qu'ils peuvent revendre. Et on va le voir par la suite, mais c'est vraiment cette force de conviction qu'il faut utiliser pour amener des personnes à se lancer dans des projets d'économie circulaire. C'est sympa, c'est la première fois qu'on fait. Oh, d'ailleurs, j'avais pas passé la photo. Vous voyez les différentes catégories dans lesquelles ils trient les déchets ici. Donc après, on a fait l'Afrique, l'Asie. Après, on est parti en Amérique du Sud. Donc ça, c'est en Colombie. On aimait bien de temps en temps. On se faisait une espèce de petite retraite spirituelle de quelques jours. D'ailleurs, on a fait une dans le nord, dans l'Himalaya, dans le Ladakh, qui était génial. Et ça, c'était en Colombie. On se fait une marche à plus de 4000 mètres d'altitude. Et c'est un super moyen aussi. Je pense que vous devez l'utiliser peut-être chez Decathlon, de prendre du recul un peu sur ton projet, réfléchir. D'ailleurs, c'est là où est née notre idée pour faire les learning expeditions qu'on va faire la semaine prochaine à Amsterdam avec Decathlon. Donc c'est marrant. Et le but en Colombie aussi, il y a énormément d'entrepreneurs aussi qu'on trouve. D'ailleurs, au passage, on a trouvé dans tous les pays, et c'est ça qui est génial. Il y a le projet d'EcoBike. Alors, je ne sais pas si on en a déjà entendu parler. EcoBike part d'un principe de se dire, tiens, est-ce que l'énergie humaine ne pourrait pas être finalement productrice d'énergie? En fait, c'est le propriétaire d'une salle de gym qui se dit, mais je vois tous les gens pédaler, là, pourquoi on ne récupérait pas l'énergie? Donc, c'est associé avec une business girl qui est géniale, qui est Anna au milieu. Ils ont en fait lancé un brevet sur le premier vélo qui produit de l'énergie. Et donc, ils ont lancé ce produit, ils ont lancé ça en 2012. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, qui est assez cool, ils sont mis en partenariat avec la ville de Medellín. Et en fait, maintenant, la ville de Medellín met des espaces sportifs dans les quartiers défavorisés, qui n'ont pas d'éclairage public, qui n'ont pas de salle de sport, etc. Et en fait, les gens vont produire l'électricité pour recharger leur téléphone. Donc on l'a essayé avec Raphaël, vous branchez le téléphone sur le vélo, vous pédalez, vous rechargez le téléphone. Et il y a aussi des petits panneaux solaires qui permettent d'éclairer en fait l'endroit. Donc ça crée du lien social. Ça permet aussi de participer à, on se dit tiens, en pédalant, en fait, finalement, je peux créer mon énergie et j'ai pas besoin du pétrole, du nucléaire, etc. pour produire de l'électricité.
Et quelque chose qui est assez sympa, ils essayent d'aller plus loin que ça. Ils essayent de voir avec le gouvernement s'ils ne peuvent pas aller off the grid, donc les endroits qui n'ont pas accès à l'énergie, pour mettre un vélo. Ils expliquent que s'ils mettent un vélo pour 10 familles et qu'il y a une personne par famille qui pédale 1 heure par jour, en fait, ça pourrait permettre de donner l'électricité aux 10 maisons sur les besoins primaires. Ils n'ont pas micro-ondes, etc. Mais pour éclairage, donc accès à l'éclairage, donc éducation des enfants, etc. Donc avec tous les impacts positifs que ça peut entraîner. Et c'est sympa de voir un projet qui arrive à transformer finalement calories en watts. Et peut-être juste une dernière chose sur ce projet, il y a pas mal de petits projets en Afrique notamment qui naissent, et en Asie en fait c'est des transporteurs ambulants qui ont des petits panneaux solaires, et les gens viennent payer leur décharge, leur recharge de téléphone. Là on peut penser en fait les gens viendraient recharger eux-mêmes avec leurs jambes le téléphone portable. Ça c'est sympa. Et puis dernier pays où on s'est rendu, c'est les États-Unis. Et là, on est donc dans la Silicon Valley, juste à côté du siège de Google, c'est les Google Bike. On s'y est rendu parce que c'est un pôle d'innovation et on voulait sonder un peu les entrepreneurs, voir leur retour sur l'économie circulaire. Donc on est allé chez Google et on en a parlé un petit peu avec eux. C'était intéressant d'avoir leur retour. Et on a identifié pas mal de projets innovants, dont un qui nous a vraiment marqué, qui est Ecovative. Ecovative, c'est une entreprise qui a décidé de révolutionner l'industrie du packaging. Peut-être on peut poser la question. Pardon ? Vous pensez que c'est fait en quoi ce packaging ? Oui, c'est une bonne question. Ouais. Ah, il y en a qui connaissent, c'est bien. Non ? Ok. Si, j'ai entendu, je crois. Mais ouais, non, mais c'est ça, champignons. Ouais. Oh, tu travailles pour eux ? Ok. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, pour faire le packaging, on utilise le plastique. Le plastique, ça passe d'énergie fossile, de pétrole. On a bientôt plus de pétrole et surtout, le plastique a un impact énorme sur l'environnement. On ne sait pas comment le traiter. Aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 15% de matière plastique qui est recyclée. Le reste, ça part soit en décharge, soit dans la nature, soit c'est incinéré pour en faire de la valorisation énergétique. Et sur les 10 dernières années, sur les 50 dernières années, notre augmentation de plastique a été multipliée par 20. Et aujourd'hui, une étude de la fondation Ellen MacArthur et de McKinsey dit que pour 3 poissons, on a un morceau de plastique dans les océans. Et d'ici 2050, on aura plus de plastique dans les océans que de poissons si on continue au rythme de production actuel. Donc l'idée d'Ecovative, c'est créer un packaging qui n'a aucun impact négatif sur l'environnement, voire qui a un impact positif sur celui-ci. Et effectivement, ils ont utilisé le champignon. Alors leur formule est extrêmement simple. Ils prennent d'un côté des déchets organiques, donc ça peut être des copeaux de bois, ça peut être des déchets de maïs, ça peut être des déchets de riz. Donc c'est assez génial, on peut produire ce bioplastique un peu partout dans le monde. Et on fait pousser des champignons dessus. Et en fait, c'est le mycélium, c'est ces racines de champignons qui va manger tous ces petits déchets organiques. Tout ça est dans un moule. Et en mangeant tous les déchets organiques, il va remplir le moule. Une fois que le moule est rempli, il passe par un processus thermique qui sèche ce champignon, qui sèche le moule et qui arrête le processus de croissance du champignon. Et ensuite, il peut être utilisé comme packaging. Ça séduit déjà pas mal d'entreprises. Dell l'utilise pour son packaging. Ikea est en train de l'utiliser pour protéger ses meubles dans ses cartons. Et il y a, je pense, 4 choses extrêmement positives. Tout d'abord, ce champignon, quand il pousse, il capte le CO2. Donc c'est CO2 positif. Ensuite, il est 100% biodégradable et compostable. C'est-à-dire que là où le polystyrène va prendre 10 000 ans pour se biodégrader, ce packaging Ecovative, vous pouvez le jeter dans votre jardin et il reviendra au sol en l'espace de 1 semaine ou 2 semaines. Donc ça, c'est assez génial. 5 semaines. Et j'ai oublié 2 points. Je pense que un point qui est assez impressionnant aussi, c'est la quantité d'énergie qui est demandée pour faire ces éco-emballages, pour faire ces bio-emballages. En fait, c'est le matériau lui-même qui va former l'emballage. Et ça utilise 95% d'énergie en moins que l'énergie utilisée pour faire du polystyrène. Donc c'est vraiment intéressant de se pencher sur ces nouveaux matériaux. Et finalement, c'est des matériaux en quantité illimitée qu'on peut faire pousser partout. Donc c'est peut-être intéressant de s'y pencher. Et Balthazar, quand tu parlais de la planche faite, je ne sais pas où tu es, mais de la planche faite à partir de carton, ce matériau est utilisé aussi pour faire des planches de surf. Il commence à être utilisé pour faire de la construction. Donc c'est un des matériaux de demain. Et c'est vraiment une entreprise qu'on pourrait déjà utiliser potentiellement chez Decathlon. Alors peut-être on va juste conclure avec 4 formules magiques pour l'économie circulaire. Il y en a plein en fait évidemment, mais qu'on a vu un peu dans cette présentation. La première, c'est changer un peu sa perception qu'on a du déchet. Il y a un entrepreneur anglais qui nous a dit le déchet c'est une ressource au mauvais endroit.
finalement, c'est assez juste. Et il faut un peu qu'on change. On a été élevés tous dans une économie, dans un modèle un peu linéaire, même si on sent que c'est en train de changer. Et d'ailleurs, c'est génial de voir tous les projets que vous avez montés. Mais il faut qu'on change un peu notre perception et notre culture vis-à-vis du déchet. Il y a Gunther Paoli, par exemple, qui disait j'en ai marre qu'on me demande si le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Pour moi, le verre, il est plein, il y a moitié d'eau, moitié d'air. Et en fait, c'est assez sympa d'avoir ces nouveaux modes de pensée. Et on l'a vu avec AgriProtein, en fait, qui arrive justement avec un déchet à être plus productif et plus rentable économiquement que tous les autres. Le deuxième apprentissage, c'est évidemment convaincre, mais là, c'est ce qui est fait finalement sur toute cette journée. C'est montrer que les choses existent, que ça marche et qu'en plus, c'est rentable. Et en fait, c'est vraiment ce dont on s'est rendu compte avec Raphaël. On est parti en se demandant, tiens, c'était une question qu'on posait beaucoup aux entrepreneurs au début, est-ce que vous pensez que dans 20 ans, c'est possible qu'on vive en harmonie avec la nature? On avait plein de réponses différentes. Mais en tout cas, on est revenu ultra optimiste en se disant, tiens, les solutions, elles existent en fait. Il faut juste que les gens soient convaincus que c'est possible, que ça a un bon impact et qu'en plus, c'est plus rentable. Et finalement, si on arrive à le faire, c'est comme ça qu'on peut arriver petit à petit à monter ces projets. Et si on prend l'entrepreneur japonaise Akira, qui a réussi à faire trier les gens, leurs déchets en 45 catégories, on se dit que chacun, en fait, finalement, si on est convaincu de ce qu'on fait, on va pouvoir entraîner les gens avec nous. Et peut-être les deux derniers points. Donc le premier, c'est les nouveaux matériaux. Et d'ailleurs, avant de parler de nouveaux matériaux, que faire des matériaux qui sont déjà présents? Je pense que le projet d'Hélène était génial là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des matériaux qui n'ont pas été éco-conçus, qui n'ont pas été éco-designés, qui ne sont pas biosourcés. Comment on va réussir de façon maligne à allonger leur durée de vie? Et c'est ce qui a été fait avec le sac Punching Ball. Il y a plein d'autres projets. Là, on porte un jean qui a été fait par une start-up hollandaise qui est Mud Jean. En fait, c'est des jeans qui sont 100% recyclés. Vous ramenez votre jean à la start-up et elle refait un jean à 100% à partir de ce même jean. Ça lui permet d'économiser 70% d'eau. C'est assez énorme, sachant que pour produire un seul jean, c'est 10 000 litres d'eau. Donc c'est conséquent. Et ensuite, une fois qu'on a réutilisé les matériaux qui sont déjà en circulation, comment utiliser de nouveaux matériels innovants? Alors ça peut être le cas du champignon, mais on a rencontré des entrepreneurs brésiliens qui utilisaient le manioc. Les biomatériaux, c'est assez intéressant parce que quand ils poussent, ils captent le CO2, ils reviennent à la terre. Alors il y a un gros challenge, c'est à savoir, il ne faut pas que ces surfaces qui sont utilisées pour nourrir soient utilisées pour faire des matériaux. Mais si on les utilise de façon intelligente, ça peut nous aider à aller de l'avant. Et puis il y a des technologies qui arrivent à faire des choses aussi assez incroyables aujourd'hui. On a rencontré une start-up en Californie qui s'appelle New Light Ecotech. Et eux, ils arrivent à capter les émissions de carbone, les émissions de CO2, et les transformer en bioplastique. Et ce bioplastique est 100% biodégradable. Ce qui est assez génial, c'est qu'en plus, il est moins cher que le plastique issu des énergies fossiles. Et ça, c'est une grosse contrainte, on en a pas mal parlé aujourd'hui, c'est comment on va faire pour que passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire, ce soit moins coûteux. Et ça, c'en est un parfait exemple. Et finalement, peut-être le dernier point, c'est ce que disait Jules au départ, s'inspirer de la nature. La nature, ça fait 3 millions d'années qu'elle est présente. Un peu plus. Oui, c'est vrai. C'est la chaleur. Et en fait, si on regarde la nature, c'est le modèle d'économie circulaire le plus parfait. C'est-à-dire qu'il y a des déchets, mais chaque déchet est une source positive pour un autre écosystème vivant. Il n'y a aucun déchet, donc regardons ce que fait la nature. C'est ce qu'a fait Ecovative. Si on regarde par exemple le Shinkansen au Japon, il s'inspire du martin pêcheur. Si on regarde les JO de Pékin, ce qui a fait scandale, c'était la combinaison issue de peau de requin qui est répliquée sur les sous-marins américains. C'est l'armée américaine qui investit le plus dans le biomimétisme, donc c'est vraiment une filière d'avenir. Donc peut-être pour finir, on va citer Adris Aberkan qui disait regardons la nature, c'est une bibliothèque et apprenons d'elle au lieu de la brûler. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Alors du coup, on va prendre quelques questions après, mais d'abord, on a ramené quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est Anna là-bas, et qui est un des projets qui nous a le plus plu sur les 200 startups d'économie circulaire qu'on a vues maintenant. Elle va nous expliquer un peu ce qu'elle fait, et c'est notamment génial parce qu'elle s'attaque à une grosse problématique, notamment en B2C, c'est comment je fais pour récupérer ma matière. En fait, les gens ont cette problématique, et je pense que Decathlon doit l'avoir aussi. Et en fait, Anna a une solution à ça, et elle va nous l'expliquer un petit peu. Ouais, t'as vu. Et hop. J'adore vos yeux, là. Vous êtes tous comme ça, là, en les regardant. Je vous regardais de derrière. Vous êtes hyper inspirants. Je vous aime déjà beaucoup, beaucoup. Vraiment, hein, c'est pas des blagues. Toi, et puis toi, et toi aussi. Mais vraiment, je vous aime vraiment beaucoup parce que je sais que vous allez comprendre ce que je raconte. Là, tous les gens qui ont levé la main sur l'économie circulaire, ça veut dire que vous êtes déjà un pas en avant de plus que les gens qui sont dehors. Vous êtes déjà beaucoup plus avancés dans la façon dont on va changer le monde. Et ça, c'est hyper inspirant. Je vous jure que je vais mieux dormir ce soir. Qu'est-ce que l'on fait ? Alors déjà, c'est un truc...
compréhensible par les moins de 30 ans. Alors Charles m'a dit, t'inquiète pas, la moyenne d'âge c'est 28 ans, tu vas voir, c'est génial, c'est la génération de demain. Je fais waouh, génial, trop bien. Et en fait, il n'y a pas besoin d'avoir même plus de 30 ans pour comprendre, mais c'est vraiment un truc des nouvelles générations. Alors qu'est-ce qu'on fait On fait ça d'abord en équipe. Je vous parle de l'équipe parce que je crois qu'ici il y a une bonne énergie. Et j'ai aussi envie de commencer par l'équipe parce que c'est ça qui fait toute la start-up et tous les projets qu'on a vus. A priori, c'est vraiment parti sur des énergies d'équipe. Je crois que vous avez vraiment raison. On est une vingtaine aujourd'hui. On est 15 à Bruxelles. Il y a 3 personnes à Paris et 2 personnes à Berlin. Voilà, il n'y a que des femmes. Je viens juste d'engager des hommes. Non, mais c'est les talents. Hein. Donc voilà, on est vraiment une équipe et on a tous la même envie. On vient d'univers très 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 différents. On a aussi un atelier d'insertion avec des femmes qui étaient au chômage depuis très longtemps et qui ont tout à fait compris l'intérêt de l'économie circulaire. Alors, avant de vous dire ce qu'on fait encore, je vous présente mes bobos bruxellois. Ce sont les miens, ce sont nos abonnés. C'est une solution pour bobos, mais alors les bobos c'est vraiment super cool. En tout cas en Belgique, nous on se trouve ça cool. Je sais que c'est assez mal vu en France, mais vous inquiétez pas. Je pense qu'ils pourraient boire une petite bière avec vous et tout se passerait super bien. C'est des abonnés. Ce sont des abonnés, pourquoi ? Parce qu'on fait des abonnements. Waouh ! Nous sommes le Netflix en fait des vêtements. On fait de la location de vêtements. Non seulement on fait de la location, mais en plus on les fabrique. On est fabricant, on les éco-conçoit. On possède le vêtement. On fait en sorte que déjà à la base il soit réparable, durable. Donc évidemment avec des super chouettes matières. Je suis ingénieure, donc moi ça me passionne de savoir d'où viennent les matières. Il y a plein de choses, plein d'innovations qui se font avec des matières même très anciennes comme l'ortie. Alors je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de ces nouvelles de l'ortie, non ? Avec voilà, tube creux. Enfin bon, je ne vais pas faire mon ingénieur, mais voilà, très très chouette innovation. Et alors on loue ces vêtements. Alors pour l'instant, le marché se trouve chez les enfants et chez les femmes enceintes parce qu'il y a un besoin. On reste quand même très logique. On fait ça donc pour les 0-6 ans et la maternité via un système très très simple d'abonnement. Et alors en fin de vie, on les recycle et c'est reparti pour en faire d'autres et pour les relouer. Et ça à l'infini. Voilà, donc ça c'est Tell.me. Donc voilà, on est vraiment dans une vraie innovation. On change la façon de faire. Alors vraiment, on est obligé de secouer le cocotier, hein, vraiment. Mais une fois que les gens ont adhéré au concept, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ça devient une drogue, tant mieux pour nous. Mais on a créé une super belle communauté de fans autour de Tell.me. Donc aujourd'hui, il y a plus de 2000 abonnés à travers l'Europe, alors principalement en Belgique et en France. On est un modèle zéro déchet et ça on le crie haut et fort parce qu'on a vraiment envie de continuer dans cette voie-là et on a surtout une innovation en logistique très 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 poussée parce que nos vêtements qui s'en vont, ils reviennent. C'est comme nos partenaires de transport qui nous posent la question et quel sera votre pourcentage de retour ? En fait, 100%, je ne sais pas, je viens de t'expliquer depuis 1 heure que l'on fait de la location. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout rentré dans les mœurs. Mais donc, on est obligé de tout construire de A à Z. Et je vois qu'on est bien parti avec vos projets, que tout le monde a aussi ce genre d'idée. Donc, c'est vraiment très chouette. Bon, ça, c'est pour la frime, en fait. Voilà, on est l'Europe, machin, truc, quick growth. En plus, c'est écrit en anglais, donc ça fait genre international. Non, vraiment, on est vraiment dans l'innovation, dans le futur du retail, parce que on grandit en ouvrant des showrooms dans les grandes villes européennes et tout se fait en ligne. Et donc tout se fait à distance. C'est une communauté, c'est une relation entre l'abonné et les créateurs et les gens qui réparent, les gens qui recyclent. Voilà, c'est vraiment une nouvelle façon de faire du retail. Et donc voilà, donc Tell.me, je fais un petit peu de pub quand même, si ça veut bien marcher. -shop.com pour les enfants, pour les femmes enceintes et pour les cadeaux de naissance. Voilà. J'ai le droit de faire de la pub ou pas ? Ils m'ont dit oui. Voilà, merci à vous. T'as un autre truc après ? Super, un grand merci si vous voulez revenir les gars, avec Anna, merci.
On a le temps pour des questions. On a des micros qui flottent dans le coin. Est-ce que quelqu'un aurait envie de poser des questions à nos 3 invités? Alors, Robin. Allez, bouge-toi, gamin. Bonjour, je voulais juste savoir, pour préparer votre tour du monde et tous les projets que vous avez rencontrés, comment en fait vous en avez entendu parler? Comment vous avez trouvé les contacts, les entreprises, voilà. Allô, allô. Ouais, c'est bon. Eh ben, de plusieurs manières. Au départ, on a fait notre sourcing tout seul, c'est-à-dire on a regardé sur Internet. Voilà, l'idée c'était de partir avec 1 ou 2 projets, donc on a regardé ce qui se faisait. On a eu un petit challenge parce que nous on parle d'économie circulaire en France, on parle de circulaire économie aux États-Unis. En Afrique, ils appellent ça du bon sens, donc c'est pas forcément étiqueté économie circulaire. Mais on faisait ça. On avait des partenaires associatifs comme Make Sense, Ashoka, qui nous aidaient à trouver des entrepreneurs innovants sur le terrain. Mais vraiment, l'idée de base, c'était de partir avec 1 ou 2 contacts maximum pour rencontrer des entrepreneurs qui n'étaient pas encore connus. Et comment on faisait? En fait, c'est des tout petits mondes. Donc, on rencontrait un entrepreneur, on lui disait, voilà, une fois dans le pays, est-ce que tu connais un autre entrepreneur qui travaille sur cette thématique? Et au final, tu avais tout un écosystème qui apparaissait grâce à ces rencontres. Et puis au fur et à mesure, le projet a grandi, donc des projets ont commencé à nous connecter. Mais vraiment, ce qui était intéressant, c'est d'être directement dans le pays, sur le terrain, et demander aux entrepreneurs. Et c'est là où toutes les fenêtres d'opportunité s'ouvraient. Je ne sais pas si tu es d'accord, Julio. Ouais, je suis d'accord. Je compléterai peut-être juste avec un truc, c'est les réseaux sociaux aussi. Ouais. Je vois, nous on venait du monde Airbus avant, donc vraiment rien à voir, process, etc. Et au final, on utilise les réseaux sociaux professionnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, Anna, mais quotidiennement, mais pour trouver du business, pour trouver des contacts, pour trouver des startups, et on en trouve énormément comme ça. Et c'est une nouvelle aussi façon de travailler, où je pense beaucoup de vous peut-être sont familiers ou pas avec le concept. Je ne sais pas comment ça se passe chez Decathlon. J'ai l'impression que vous avez limite un peu des réseaux sociaux internes avec ce qui a été présenté précédemment, mais c'est aussi quelque chose qui nous a beaucoup aidé à trouver les projets. Any other questions? Bonsoir, moi je me posais la question de savoir s'il y avait vous avez découvert des écosystèmes dans tous les pays que vous avez visités, mais est-ce qu'il y a une réelle effervescence qui est plutôt globale ou c'est assez ciblé et vous êtes attardé sur justement les pays que vous avez visités, mais c'est global, c'est... Ouais, donc je pense que c'est une bonne question. Je dirais que déjà la première réponse c'est clairement global. Je sais pas ce que tu en penses. On a trouvé vraiment des projets dans tous les pays. Après, l'économie circulaire avait des composantes un peu différentes suivant les zones géographiques. Les Pays-Bas, clairement, on est resté une semaine à Amsterdam, on a vu 12 projets. C'était incroyable, plein de startups, téléphones portables modulaires, interfaces, etc. Et beaucoup d'innovations qu'on a retrouvées aussi en Californie, par exemple. Ensuite, c'est super intéressant de comprendre l'économie circulaire dans les pays émergents. Et je pense que Decathlon est présent dans pas mal de pays émergents aussi, donc c'est important de le comprendre, où il faut rajouter en fait un aspect social qui va être très fort à l'aspect environnemental. C'est-à-dire que typiquement dans ces pays-là, vous dites tiens, il faut que tu jettes ça là parce que sinon ça va détruire la planète. Bon, mais les gens, s'ils ne répondent pas à leurs besoins primaires, manger, s'habiller, éducation, nourrir, etc., c'est normal que ça ne va pas être leur priorité. Il faut arriver à tourner ça à tiens, si tu mets ça ici, tu vas peut-être avoir accès à une recharge de portable et ça, c'est quelque chose qui va fonctionner. Donc vraiment, l'aspect social des choses dans les pays émergents est super importante. Et il y a aussi dans ces pays-là des prédispositions, je pense, ultra positives à l'économie circulaire où il y a déjà de la collaboration en fait, de la confiance, et il y a déjà aussi une connaissance du réemploi que nous on a un peu perdu dans nos sociétés. On allait à Cuba par exemple, qui a subi un embargo pendant de nombreuses années, où les gens, vous voyez les voitures qui datent, je sais pas, de 60-70 ans, et il y a vraiment cette culture du réemploi qui, attention, il faut faire attention à qu'elle ne se perde pas, mais qui rend l'économie circulaire plus informelle, mais aussi super souple et performante. Moi, je peux juste rajouter un truc, parce que j'étais au forum de l'économie circulaire à Helsinki la semaine passée. J'y étais pas d'ailleurs. Ouais. Non. On peut pas tout faire. Oui. Et donc oui, ce qui a été très visible, c'est que dans les pays du Nord, les consommateurs, ils sont complètement en ligne avec l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'ils comprennent ce qui se passe. Et donc les entreprises, on a un concurrent qui est au Danemark, et leur ratio de dépenses en termes de c'est la moitié de la nôtre. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup moins besoin de communiquer que nous.
Donc il y a ce truc où aussi, en termes d'éducation et de sensibilisation, les pays du Nord sont un petit peu plus avancés sur ces thématiques-là. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais... Non, mais peut-être j'ai une question pour toi qui peut être intéressante, c'est comment tu vois le marché des consommateurs, justement, notamment en France, sur la location? Parce que c'est une question peut-être peut se poser Decathlon. Est-ce qu'on ne peut pas louer nos produits plutôt que les vendre? Est-ce que tu penses que le marché est prêt? Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut encore changer de mentalité? C'est quoi ton retour? Ça va être long, hein. Ça va être long. Ça va être long parce que on nous a dit que plus on possédait, plus on était heureux. Et là, on se rend compte que c'est pas vrai. Et non, c'est pas vrai du tout. En fait, plus on utilise, et plus on utilise ensemble, et plus on partage, et plus on est heureux. Oui, ça c'est vrai par contre. Et je crois qu'il y a beaucoup de marques qui sont en train de s'en rendre compte. Et qu'il y a une étape intermédiaire entre le tout posséder le plus possible et tout louer. Ça a passé par... parce que je crois que tous les projets qu'on a vus sont un peu les étapes intermédiaires avant la location, réparer, se parler pour faire de l'upcycling, se prêter les choses. Voilà. Donc je pense qu'on y va. Petit à petit, mais c'est pour ça que nous on part à Berlin en septembre parce qu'on a besoin de grandir évidemment, mais justement à Paris par exemple, nous on ouvre des nouveaux services comme la location de vêtements, de cocktails pour femmes enceintes, donc c'est hyper ciblé comme ça, des trucs où on sait que les Français vont être beaucoup plus ouverts par rapport à ça, et c'est par petites étapes, on peut rien faire du jour au lendemain, mais je crois que tout le monde l'a dit depuis tout à l'heure, qu'on va changer les mentalités. Voilà. J'y crois à fond. Super. Peut-être rajouter un point sur la tendance, sur ta question. C'est vraiment une tendance globale, et ce qui est assez intéressant. On allait souvent dans les universités faire des conférences pour présenter le projet aux étudiants, et tu sens qu'il y a vraiment une quête de sens qui est générale, qui est partout. C'est pas juste en France, c'est pas juste en Europe, mais c'est vraiment partout. Et je pense que c'est l'accès à la formation aussi qui a transformé un petit peu ça. On parlait de réseaux sociaux. Maintenant, les gens sont au courant, on peut plus nous mentir. On sait que on arrive à un non-sens vis-à-vis de l'environnement, et tu sens que ces gens ont envie de se lancer. Et principalement les jeunes, et ça donne énormément d'énergie, et surtout c'est dans le partage. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui se lancent, et c'est quelque chose qui nous a surpris, c'est quand on allait les voir, on leur posait des questions sur le business model, et on se demandait des fois, est-ce qu'ils vont s'ouvrir à nous, est-ce qu'ils vont nous dire, ou est-ce qu'ils vont être plutôt dans, j'ai pas trop envie de te montrer ce que je fais. Et en fait, ils sont vraiment dans le partage. Et le fait d'être dans le partage, ça permet aux gens de répliquer des projets à droite à gauche et d'accélérer un peu ce mouvement-là. Et du coup, c'est vraiment une tendance globale, portée par les startups, portée aussi par certains grands groupes. Mais en tout cas, c'est une tendance extrêmement positive. Oui, il y a une question. Yeah, one. So you mentioned about linear economy. I think linear economy is you have the waste coming out of plenty. And when you're talking about circular economy, a lot of things is something what used to happen 50 years ago, or the time when things were little or you didn't have too much. How do you see it with scale? Because when you're talking to Decathlon, we are a mass provider. So how do you see something like this? It's okay to do it when it's a small project, but when you talk about going to so many countries and reaching out to so many people, how do you see this fitting in? Is it really possible, or? If you want to know, we have a business plan as all startup, and we are a startup. So we were two years ago. We are 20. At the end of the year, we will be 40 and 100 and 1,000. We will be Decathlon maybe in 5 years. I don't know, because this is possible. This is possible. We are doing stuff. The way we build it is because we want scale. We want scale up because we can have impact because we scale. That's the only answer I can give you. And we have the technology possibility to do that. Maybe that is the answer. 10 years ago, No. we would never do that. Because my question was, how do you see it fitting into Decathlon? I'm not talking about for you to scale, but because we are all converted. No. over here. Just We are all people because who believe in this. if we can scale, I think Decathlon can also do that, because I think, it just there is a potential, and I think you have to build it step by step, and to build it very on a cleverness, because it needs cooperation, it needs digital innovations, it needs a lot of R&D. So it is possible, but maybe market is not ready now. This is maybe my answer.
I think I'm going to be a bit lazy and turn to French as you have traducers here, make the work. En fait, je pense que c'est clairement possible de. C'est plus long pour une grande entreprise de changer parce qu'il y a une culture à modifier. Il y a des investissements qui ont été faits aussi dans un modèle linéaire en fait. Donc ça prend du temps en fait de changer, mais c'est clairement possible. Et il y a un exemple qui le montre très bien. C'est l'exemple d'Interface. Je ne sais pas si vous connaissez. Interface, c'est une entreprise américaine qui a un siège en Hollande. Qu'on va voir d'ailleurs la semaine prochaine, et qui produit de la moquette éco-conçue. En fait, ça a été créé dans les années 70 par Ray Anderson, et dans les années 90, Ray Anderson, il y a les équipes de Ray Anderson qui viennent lui présenter un échec en fait lors d'un appel d'offres. Il dit mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a perdu? Mais en fait, il y avait un critère environnemental dans l'appel d'offres, et du coup on n'a pas su répondre, on fait rien. Et donc il s'est dit mais c'est pas possible de perdre du business en fait comme ça. Donc il a commencé un peu à réfléchir à comment transformer son entreprise. Et il a rencontré énormément d'experts, Paul Hawken, etc. Et en 1994, il se présente face aux actionnaires et il commence en fait sa conférence en disant Today I'm not here to talk about my company, I'm here to talk about Mother Earth because she's in trouble. Et donc il explique en fait comment dès 1994, Interface va faire une mission 2020 pour être neutre en CO2 en 2020. Le lendemain, l'action s'écroule, parce que les actionnaires étaient visiblement pas prêts à entendre ça à l'époque. Et Interface, en fait, a changé complètement son modèle pour aller vers un modèle circulaire. Donc, éco-design de la moquette, qui est 50% de matériaux biosourcés. La moquette, ils la récupèrent pour la réintroduire dans leur circuit de production. Ils ont étudié la patte du lézard qui monte au mur pour mettre un scotch biodégradable sous la moquette, etc. Enfin, je ne vais pas tout lister. Et en fait, ça leur a permis de faire énormément d'économies. Plus de 450 millions d'économies en 20 ans. Ils font 1 milliard de chiffre d'affaires et c'est le leader mondial de la moquette. Donc ça nous donne en fait vraiment espoir de voir que oui, une grande entreprise peut changer. Ça prend du temps, ça a besoin que les gens soient vraiment convaincus qu'il faut le faire. Mais en fait, ça montre aussi que c'est aussi économiquement plus rentable sur le long terme. Et peut-être pour répondre directement aussi à ta question sur Decathlon, comment Decathlon peut changer, il y a s'attaquer aux déchets, il y a éco-designer, mais aussi changer de business model. Et c'est peut-être là où Decathlon peut changer. À grande échelle. Et c'est-à-dire notamment passer plutôt qu'à l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire que plutôt que vendre un produit, ils vont vendre l'usage d'un produit. En fait, Decathlon reste très propriétaire de sa matière. Donc vous n'allez pas produire plus, mais vous allez peut-être accompagner de nouveaux services. Et ça, ils ont été présentés comme la réparation, la maintenance. Et c'est des nouvelles activités qui ramènent de l'argent, tout en ne produisant plus de produits. Donc c'est comment s'emparer de ces nouveaux business models, développer des activités un peu connexes. Et il y a plusieurs entreprises de grande échelle qui sont emparées. Xerox, par exemple, les imprimantes, au départ, ils vendaient leur machine. Maintenant, ils louent la machine et ils font payer au prix de la photocopieuse. Donc, ils dépensent beaucoup moins d'argent pour construire Xerox, mais ils ont de plus en plus de clients, ils ont un impact moindre sur l'environnement. C'est le cas de Michelin. Michelin, au début, ils vendaient leurs pneus, mais maintenant, ils vendent le pneu au kilométrage et ils restent propriétaires. Et ils vendent des services de réparation, de maintenance. Donc, ils ont réussi à changer un petit peu leur business model, à augmenter leur marge et à ne pas produire plus, voire à produire moins. Donc, c'est vraiment applicable à l'échelle de grandes entreprises. Mais effectivement, ça prend un peu de temps et il faut arriver à en convaincre en interne et c'est pas toujours facile. Et en plus, ça crée de l'emploi surtout. Ouais. Et ça crée de l'emploi. Ouais. Je crois qu'il y a une question. Ouais. Ok. Après, de toute façon, il y aura le cocktail aussi. Alors, ce n'est pas tout à fait une question, mais c'est presque une invitation à venir nous aider à transposer tout ce que vous nous amenez comme énergie, là. Parce qu'effectivement, on a la conviction qu'on doit complètement se réinventer aussi bien sur les process, sur nos produits, sur les usages, sur nos business models, sur toute la chaîne circulaire, comme vous l'avez expliqué. Le 12 septembre, on organise une réunion où vous avez parlé de Gunther Pauli qui sera là pour nous inspirer, nous donner un gros coup de booster. On aimerait bien que vous soyez là aussi, puisque vraiment, je pense qu'on a un gros challenge pour innover. On a besoin de méthodes de transposition et d'inspiration, les deux. Et ce genre de lien, là, je bois du petit lait vraiment depuis aujourd'hui. Et on finit très très fort, là, je trouve. Et donc j'espère que vous serez disponible le 12 septembre pour venir nous donner un petit coup de jus et nous donner des méthodes et commencer à tisser des liens sur des projets très concrets qui peuvent être de la réinvention de matériaux, de la réinvention de produits, puisque le développement durable et l'innovation, c'est un seul et même projet, c'est l'innovation environnementale. Ouais.
Avec plaisir. Même merci à tous. Je crois qu'il faut qu'on descende de scène. Ouais, et puis bravo, Ouais, tout le monde. merci. C'était vraiment cool de partager ce moment-là avec vous. Bon, merci beaucoup Anna et Raphaël et Jules. Et on approche le fin. Encore beaucoup d'informations, beaucoup d'inspiration. C'est le moment de se détendre un peu. Donc vous pouvez, vous relaxer. Et on va passer en conclusion avec nos deux amis qu'on a vus en début de l'après-midi. J'ai aucune idée de ce qu'ils vont dire. Vraiment aucune idée. J'imagine que ça va être plutôt intéressant. Donc, on va re-inviter sur scène, j'espère qu'ils sont prêts, Jean-Sébastien et Hervé.